Bonjour à tous, on a le plaisir d'accueillir Emma Cruzy pour la quatrième fois et on va en fait, on arrive à la fin, du processus physiologique puisqu'on va entamer maintenant l'épisiotomie, la césarienne et la délivrance du placenta. Donc on va passer un petit schéma à l'écran qui se trouve dans ton livre, qui fait bien la différence entre l'effet toboggan et l'accouchement physiologique. Voilà, bonjour Emma, comment vas-tu? Écoute, ça va, bonjour à tout le monde, toujours en forme. C'est vrai que de plus on avance et plus on se rend compte que notre travail est utile en tant que femme et je suis heureuse de faire ce travail avec toi. C'est vraiment très, très chouette. Donc merci encore une fois pour ta curiosité et continuons. Bah, moi, je suis toujours en forme, hein, chaque fois qu'on avance, c'est comme un pas devant l'autre, c'est l'essentiel. Même si aujourd'hui, effectivement, tu nous as dressé une liste de joyeuseté, terrible. Mais il faut passer par là parce qu'en fait, c'est la comme on l'a déjà vu, c'est le résultat de gestes qui engendrent, ce genre de pratiques qui ne sont pas toujours, bénéfiques ni pour la femme ni pour l'enfant d'ailleurs. Mmh mh. Donc en fait, on a vu que, il y a une hormone qui est super importante qui est l'ocytocine naturelle, qui est importante d'ailleurs déjà depuis la grossesse et qui est super importante jusqu'au moment où il y a la délivrance du placenta, qui est très timide, donc il faut la préserver, ça on en a déjà parlé, qui a un aspect psycho-émotionnel super important. Et par rapport à l'effet toboggan où là, on fait appel à l'ocytocine de synthèse, notamment, hein, il y a aussi la prostaglandine, mais cette ocytocine de synthèse va vraiment agir uniquement sur le moteur, tandis que l'ocytocine naturelle va agir sur tout l'aspect psycho-émotionnel, sur le lien qui se crée avec l'enfant. C'est la colle entre la mère et l'enfant et aussi le partenaire. On rappelle aussi qu'il faut être vigilant par rapport aux molécules qui sont utilisées quand on fait appel à l'ocytocine de synthèse. On va pas en rediscuter, mais on l'a expliqué dans la précédente capsule, comme quoi il peut y avoir des effets secondaires, assez importants et qu'il y a des molécules qui sont encore utilisées aujourd'hui sur le marché hors AMM. Oui. Donc, quand on fait appel à, des moyens chimiques, beh, forcément on est obligé de poser un monitoring qui n'est pas toujours fiable, on en a déjà parlé également. On est obligé enfin, ils pratiquent aussi des touchés vaginaux assez conséquents, hein, puisqu'on rappelle qu'en fait une dilatation ne se fait pas comme on nous l'a appris 1 cm par heure, c'est pas linéaire, c'est souvent plus rapide en fin de travail. Donc, le problème des touchés vaginaux multiples est quand même assez, il faut regarder en tout cas à ça. Hem et donc à ce moment-là, beh, forcément quand on déclenche, souvent on doit faire appel à la péridurale. Ça empêche la maman de se mouvoir et voilà, ça c'est toute l'histoire du de l'effet toboggan puisque la maman se retrouve sur le dos, elle ne sait pas bouger et donc forcément, elle contracte moins et c'est là qu'on arrive à, une épisiotomie. Tandis qu'en fait, dans l'accouchement physiologique, plutôt que d'avoir une péridurale, c'est toutes les hormones des endorphines qui vont se mettre en route, qui vont servir d'antidouleur et alors il y a aussi l'eau. Toi, tu expliques bien dans ton livre que tu as accouché dans une piscine avec de l'eau. Alors pas une piscine où on est assis, où on ne sait pas se mouvoir, on ne sait pas se bouger, mais une piscine où tu peux, en fait, adopter la position, dans laquelle tu te sens le mieux et qui va le mieux convenir au bébé pour pouvoir vraiment entamer sa descente. Et ce qui permettra aussi le réflexe d'éjection du fœtus qui ne va pas abîmer le périnée et qui va faire descendre que le bébé et pas tous les autres organes. Donc, au niveau de l'épisiotomie, c'est un geste qui est pratiqué souvent sans nous le dire. On Mmh. nous le dit après, en fait et on nous dit que c'est souvent pour éviter une déchirure. Or, toi, tu t'es aperçu que la déchirure a eu lieu après. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une épisiotomie, finalement, c'est une violence obstétricale? Ah mais complètement, c'est une mutilation. Je pense que maintenant il faut l'assumer puis le dire. En tout cas, moi, c'est mon cas et quand tu parlais de l'effet toboggan qui aboutit à l'épisiotomie, ça, j'ai envie de dire, c'est encore un moindre mal quand on est sur l'effet toboggan parce qu'en général, on voit de plus en plus que ça finit en césarienne. Code rouge ou pas code rouge. Bon, finalement, ce code rouge, je trouve que ça fait beaucoup de bruit, mais au final, la femme reste, avec cette sensation d'avoir été césarisée. Et de pas avoir été capable, c'est toujours la même rengaine. J'ai pas été capable, bref. On reviendra sur ces points-là
Et effectivement, l'épisiotomie, pour moi, c'est une mutilation et pas que pour moi, mais c'est tellement dans les mœurs. On a tellement dit aux femmes: «Oui, mais ça va prévenir la déchirure». Il y a même encore aujourd'hui des obstétriciens, Nathalie, qui disent: «Oui, mais alors si je vous la fais pas, vous allez exploser». Moi, parce que bon, comme tu sais maintenant, je me farcis des milliers d'heures, ça compte plus qu'en centaines maintenant, parce que je tiens aussi des statistiques à jour. Des milliers d'heures alors, ce sont des émissions en télé-réalité qui se font dans les maternités, ce sont des émissions aussi sur des plateaux. Je me les fais quasiment toutes et je décortique ce que les femmes disent de leur expérience et je prends des contenus récents. D'ailleurs, la RTBF a diffusé il y a quelques mois un reportage sur les violences obstétricales. Plutôt bien fait, j'ai envie de dire, hein, dans les grandes lignes, mais il y a toujours, l'effet Oberon qui n'est pas mentionné. Il y a toujours le vrai récit qui n'est pas mentionné. C'est-à-dire que les femmes, on leur dit: «On vous a fait une épisiotomie», elles comprennent que c'est une mutilation parce que la plupart, dans leur projet de naissance, elles disent: «Je ne veux pas d'épisiotomie». Donc encore maintenant, on fait ce qu'on appelle les points du père, parce que le problème, c'est que ça va aussi avec ça. C'est-à-dire que non seulement on coupe le périnée des femmes, soi-disant pour prévenir que le bébé reste étouffé. On est écoute, on est dans des contes pour enfants. C'est aussi simple que ça. On est à ce niveau-là. Et je me dis comment des professionnels peuvent encore penser qu'une déchirure, puisque l'épisiotomie est une déchirure induite, peut prévenir une déchirure. Ça n'a aucun sens. Une déchirure ne peut pas prévenir une déchirure. Regarde, moi, je prends ta main, je la mets sur une plaque brûlante, c'est pour éviter que tu te brûles. Mais comment peut-on encore dire et répéter des âneries pareilles? On prend l'image d'un bout de tissu qu'on coupe. Tu prends un ciseau de couturière, tu coupes un bout de tissu, c'est l'équivalent de l'épisiotomie. C'est l'équivalent d'une déchirure au deuxième degré. Il est évident que si ton tissu, tu une fois qu'il est incisé, tu tires dessus, il va beaucoup plus vite se déchirer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on coupe le tissu quand on va aller vite, quand on fait de la couture. Alors que si tu prends un tissu intact et que tu tires dessus, il y a peu de chances pour que tu y arrives. Eh bien, la déchirure qui suit une épisiotomie, sera forcément dans un degré plus important, donc 3 ou 4e degré. On a même des lésions au sphincter anal. Ça n'a plus de fin, c'est liste d'effets secondaires et donc les femmes, dans le meilleur des cas, elles savent qu'elles ont été mutilées, donc elles peuvent, comprendre qu'elles ont été victimes et puis dans le pire des cas, on leur dit, ce qu'on m'a dit à l'époque, pour ma première fille: «Ah, vous avez, eu une déchirure». On m'a caché l'épisiotomie, je ne savais même pas qu'on m'avait fait une épisiotomie. Faut aussi dire que la femme soit sous péridurale ou pas, dans le feu de l'action, certaines ne le sentent même pas. Alors il y en a qui le sentent, hein, donc on passe même encore ça. Mais après, on reste tout le temps en train de se dire: j'ai déchiré» et on peut l'apprendre des années après en regardant parce que vous avez le droit, celles qui écoutent cette vidéo, de réclamer le procès-verbal de votre accouchement et donc dans ces cas-là, vous pouvez découvrir normalement, si les choses ont été bien faites, la chronologie des événements et donc on remarque dans la plupart des cas que la déchirure survient après l'épisiotomie. L'épisiotomie, elle n'a jamais été, prouvée scientifiquement comme ayant des bénéfices. Il y a eu aucune étude à l'époque, ça a été fait en prophylaxie aux États-Unis pour que tu te rendes compte à partir de la moitié du 19e siècle, c'est là où on a commencé à le faire. En prophylaxie, ça veut dire en prévention, c'est-à-dire que toutes les femmes, elles accouchaient et hop, une petite incision du périnée et puis ça rend l'accouchement plus rapide et cetera et cetera. Bon, parce qu'on s'en foutait complètement évidemment, heu, il n'y a qu'un homme pour initier une chose pareille. Je me suis toujours dit: «Si on avait fait ça au pénis des hommes, ça fait belle lurette qu'on aurait laissé tomber l'épisiotomie» et donc on j'en ai déjà parlé et j'en parle dans mon livre. Même le Lancet, hein, qui est pas un journal récent, à l'époque, quand c'était un petit peu plus sérieux que maintenant, il y avait des chercheurs, qui ont posé des questions, qui ont fait des articles dans cette revue, anonymes, parce qu'il y avait une telle pression et de chasse aux sorcières. Tu imagines maintenant, on parle des injections ARN messager, chaque époque sa mode et à l'époque, tu ne pouvais pas remettre en question l'épisiotomie en assumant: «Voilà, je suis gynécologue obstétricien, je me pose des questions» et donc
vers les années, 80, on a commencé à se poser des questions, enfin plus qu'avant et on s'est dit: «Mais quelles sont les études?» Il y en avait aucune, et alors du coup, ça a remis sur la table l'histoire des points du père ou les points du mari, qui ne sont autres qu'une mutilation de plus puisque, on prenait un fil et puis on faisait des points de suture bien serrés dans le vagin des femmes pour les resserrer en prétextant que ça allait donner plus de plaisir au mari évidemment, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui évidemment ont peur, de ne plus satisfaire les exigences de monsieur. Ça reste quand même toujours aussi quelque chose qui traîne dans le fin fond de nos tiroirs féminins, de se dire: «Est-ce que je vais toujours» il y a ça quand même, hein, chez la femme. Je crois que l'homme se pose quand même nettement moins de questions: «Est-ce que je vais toujours plaire?» surtout quand on voit l'état de certains au bout de 20 ans de mariage. Ils se posent moins de questions quand même, hein. Blague à part, ce qui n'est pas une blague pour moi, parce que c'est vrai que certaines fois je me dis: «Mais les femmes, Mmh, si seulement les femmes avaient conscience de tout ce qu'elles font, de toute cette conscience qu'elles ont dans leur vie, la femme est le pilier de la famille. Et alors, on fait ses points du père en disant une fois de plus à la femme qu'elle a la responsabilité de la famille. En gros, c'est un peu ça, pour rentrer dans cette dimension, vaginale idéale alors que c de nouveau, c'est un mythe, le vagin est un élastique donc arrêtons de dire que les femmes vont être complètement mutilées après et qu'il faut absolument, les recoudre, serrer et ça continue et donc dans ce reportage, qui est passé donc, en 1er en Belgique chez toi, qui a quelques mois sur les violences obstétricales, on voit une femme témoigner de son épisiotomie et elle dit: «Voilà, on m'a fait le point du père» et donc, elle raconte comment elle a pensé que sur le moment elle ne savait pas que, voilà, c'était peut-être bien pour, préserver sa future, vie, sexuelle et intime et ça fait affreusement mal et donc, on a des sages-femmes qui témoignent et notamment dans ce documentaire-là, évidemment de façon anonyme et qui dit: «Mais ce n'est absolument pas désuet, ça continue d'être pratiqué régulièrement et donc, c'est l'omerta totale parce que les professionnels savent très bien ce que c'est. Ils font l'autruche en disant: «Ah mais non, on n'a jamais lu ça dans des manuels». Évidemment que c'est pas écrit dans les manuels, mais il y a quand même des obstétriciens qu'on appelle dans les fonds de couloir, auprès des équipes, le boucher, voilà. Il y a quand même des sacrés malades mentaux qui continuent d'opérer. De temps en temps, il y en a un qui est chopé parce que c'est les dossiers sont beaucoup trop élevés. Mais vraiment, les femmes qui nous écoutent, refuser l'épisiotomie, ça n'a aucun sens. Oui, on rappelle que l'épisiotomie, en fait, c'est un geste qui va pouvoir être facturé et donc qui rapporte. De nouveau, on est dans ce domaine de l'industrie, du commerce. Oui, c'est sûr que l'épisiotomie, fait partie des grilles tarifaires. Officiellement, on la pratique moins maintenant, mais encore une fois, les chiffres officiels, sont de la théorie pour moi. En pratique, je vois encore beaucoup, beaucoup de témoignages là-dessus et tout dépend de nouveau des établissements et cetera. Mais vraiment, c'est une pratique complètement archaïque. Il faut arrêter avec ça. De nouveau, c'est lié, cet effet boule de neige, il est toujours lié à l'effet toboggan. Mmh mh. On justifie l'épisiotomie en disant: «Oui, mais votre bébé, il est resté bloqué». Oui, mais on dit pas que la femme, elle est sur le dos, qu'elle ne sent plus rien, que voilà, c'est un ensemble de choses. C'est pas aussi simple, que ça. Alors évidemment, il y a tout à reprendre et à redécortiquer, à poser sur la table. Et on en revient aussi à la césarienne, il y a beaucoup de césariennes, en fait, qui découlent d'un non-respect de la physiologie, hein. Il y a évidemment les césariennes qui sont vitales, comme quand il y a un placenta, prévia. Donc là, on n'est pas du tout dans ce genre de choses ici, par rapport à ton livre et à tes formations. Mais il y a les césariennes de complaisance. Comme tu dis, «Je peux pas, j'ai golf». Il y a énormément de césariennes évidemment qui sont programmées pour que la femme n'accouche pas un dimanche soir ou un dimanche matin ou un samedi soir, et donc c'est toutes ces césariennes-là qui découlent de l'effet toboggan. De nouveau, la position sur le dos, hem, il y a également, le monitoring, enfin toutes les conditions, on en a déjà parlé, hein, où l'ocytocine naturelle ne va pas être respectée et il y a aussi quelque chose de super important, c'est que la nature est faite pour que le bébé passe par le vagin, où il y a une flore, bactériologique, oui, super importante pour son microbiote. Et une césarienne, ça laisse des cicatrices physiques, mais également, émotionnelles. C'est le bébé ne décide pas à nouveau du moment où il va venir au monde.
Alors qu'est-ce qui peut, favoriser une césarienne? Donc est-ce que tu peux un petit peu reprendre ça en plus en détail? Oui, alors, la césarienne, on le voit bien sur l'illustration qui n'est pas dans le livre, mais on peut la télécharger gratuitement sur mon site. Dans les documents, c'est l'effet toboggan. J'ai voulu mettre ça en images de façon un peu plus, compréhensible, on va dire, comme un peu une bande dessinée et on voit que cette césarienne, qu'on appelle dans le langage, d'urgence le code rouge, qui en théorie fait naître le bébé en 15 minutes, sauf que ça n'existe quasiment jamais, c'est plus une 30 que 15, mais bref et cette césarienne, elle arrive, en fin de course quand on a épuisé tout le stock des gestes médicaux, iat qui causent des problèmes. Donc, on parle d'effet iatrogène, c'est-à-dire qu'on va créer un problème qu'il faut résoudre par un autre geste, qui recrée un problème et cetera et on arrive en bas et on voit que quand on monte sur ce toboggan, au début, ça nécessite en général, 2 composantes, qui sont pas nécessairement, utiles les 2 ensemble, mais ça aide beaucoup. La première, c'est l'ignorance et la deuxième, c'est la peur. Ça va de pair souvent, hein. Dès qu'on Mmh. on dit: «La connaissance libère», c'est pas pour rien qu'on dit ça, parce que la femme, souvent, elle arrive le jour de son accouchement, pas assez préparée. Elle est pas assez préparée, puis elle se laisse prendre en charge par la personne qui va m'accoucher. Voilà, déjà, j'ai tout dit dans cette phrase. Ouais. Ça résume bien l'état dans lequel on est depuis très longtemps, c'est-à-dire, on est déresponsabilisé de ce moment-là. C'est aujourd'hui normal pour une femme enceinte de s'abreuver d'émissions sur YouTube, dans les maternités, de voir des femmes courir, sages-femmes ou autres professionnels avec un brancard puis une femme qui hurle dedans. On continue d'avoir effectivement des gens se ruent à la maternité parce qu'ils ont perdu les os ou que la poche est fissurée. Alors en fait, on arrive par ignorance sur ce toboggan, mais par plein de portes. Là, je parle de la poche des os et pourquoi je parle de ça? Qui est lié clairement à la césarienne. Parce qu'en fait, quand on ignore, les vraies données, les faits et pas, et qu'on n'est pas dans la croyance, on pense par exemple, je vais prendre ce cas qui est très courant, de la femme qui perd les os, elle est chez elle ou elle a la poche des os fissurée et comme on lui a rabâché pendant toute sa grossesse, et qu'elle l'a vu aussi et qu'elle l'a entendu puis que ça fait partie de sa son disque dur interne, qu'il y a un risque d'infection, on en a déjà parlé dans une vidéo Ouais. précédente et qu'il faut courir à l'hôpital parce que sinon c'est la catastrophe, son bébé va mourir. Elle court à l'hôpital et souvent, ces femmes-là, même si c'est environ 10 des femmes qui ont les membranes rompues avant le travail, ça fait quand même beaucoup de femmes sur 800 000 naissances en France par année, ça fait 80 000. Ça fait quand même là, on voit déjà les chiffres gonfler et donc elles se ruent à l'hôpital. Et puis là, il y a rien qui se passe. Alors, on les garde puisqu'elles ont fissuré et dans les protocoles, il faut que la naissance ait lieu dans un certain nombre d'heures après la fissure de la poche des os, hein. On va pas laisser la femme comme ça, dans la nature parce qu'on va présumer que maintenant son corps devient très dangereux. Ce qui n'est absolument pas le cas si on fait pas de toucher vaginal, je le répète pour les personnes qui se souviennent pas de ça et ce sont des études, dont on a déjà parlé. Et donc, la femme se retrouve avec un travail, dans la plupart des cas, induit. Alors on injecte, on fait mûrir un col qui est peut-être pas mûr, on balance des prostaglandines, on lance de l'ocytocine et comme ça devient difficile de gérer ce genre de contraction puisqu'on ne sait pas comment la mère va gérer, alors on y va. Souvent elle prend une péridurale. Même la femme qui ne voulait pas, qui était partie dans l'idée parce que maintenant il y a aussi beaucoup de femmes qui disent: «Ah, je veux un accouchement physiologique». Oui, mais c'est on va pas à un accouchement en se disant: «Je veux respecter la physiologie de mon enfantement, les mains dans les poches». Il faut être préparé pour ça. Surtout quand on veut accoucher dans une structure hospitalière où on va aller à l'encontre des besoins de la femme en couche, c'est-à-dire, ocytocine, on oublie, tout est fait pour l'adrénaline, enfin bref, tout est fait pour activer notre cerveau, heu, néocortex et donc on est à l'encontre du bon sens. Alors celle qui veut arriver là dans ces conditions et puis qui s'est pas préparée comme une bête de course, elle a pas beaucoup de chance et encore pire si c'est son premier bébé parce que je suis entourée de femmes qui avaient ce discours-là pour le premier bébé puis qui ont fini en césarienne. Ah oui, parce que l'ocytocine de synthèse provoque des contractions tellement douloureuses
Oui, On s'imagine qu'en fait mais en fait, quand on accouche physiologiquement, les contractions sont tout à fait gérables. À oui. partir du moment où on ressent Alors c'est la perception de la douleur dépend à chaque femme et surtout mmh ce qui mh. compte, c'est l'état émotionnel et donc on va se dire: «Oui, mais quel est le rapport entre une péridurale et une césarienne?» En fait, le rapport, il est vite vu. C'est qu'à partir du moment où on sait que la péridurale va ralentir le travail, Heu, c'est pas qu'une question de produit, c'est qu'une péridurale, elle cloue la femme au lit et les lieux où on dit: «Oui, mais non, faites des péridurales légères, vous pouvez marcher». Alors moi déjà, j'en vois et j'en entends très, très peu, c'est infime. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est qu'il faut monitorer. À partir du moment où on injecte, des substances pour créer des contractions induites, on va mettre des machines sur le ventre de la femme pour monitorer. Dans le meilleur des cas, on va dire: «Oui, on vous met une machine Wi-Fi, vous pouvez marcher». Non, mais ça, c'est du blabla. En pratique, ça n'existe quasiment jamais. Et puis, est-ce qu'on a envie de balancer des ondes Wi-Fi sur son ventre en plein travail quand le bébé a besoin d'être, au top de sa forme? C'est bien là qu'il doit être oxygéné et cetera. On l'a déjà vu, hein. Oui Et et le pire, c'est le monitoring sur la tête du bébé qui va sortir avec un traumatisme qui va se révéler parfois des années plus tard. Par exemple, un bébé qui jusqu'à, en tout cas au début de sa vie, ne supporterait pas qu'on lui lave, les cheveux. Ça peut provenir d'un traumatisme parce qu'il a eu ce monitoring, sur la tête, en fait, avant de oui, naître. alors ça, ce sont des sondes, intravaginales qu'on met sur le crâne du bébé. Il est clair que ces sondes-là sont beaucoup plus précises que le monitoring, qu'on utilise de façon classique. Alors évidemment qu'une fois qu'on a mis le pied dans l'engrenage, on devient dépendant aussi de ce genre de machine qui, dans un cas de détresse, fœtale, du coup devient nécessaire. Tu vois Oui, à quel point on renverse la situation? Et donc pourquoi je dis que les femmes sont devenues dépendantes? On les rend, dépendantes. Ben voilà pourquoi. Et donc elles sont là, le travail stagne, elles sont sur le dos, elles ne sentent plus rien, il y en a qui s'endorment complètement et voilà, on dit aux femmes: «Bon, ben, maintenant il faut que le bébé naisse parce qu'il commence à fatiguer» et dans les protocoles, au bout de 3 heures, si le travail stagne eh bien, la plupart du temps, on déclenche. Maintenant, quand je vois une émission où, le médecin chef de service arrive le lundi, il dit: «Bon, on va regarder les naissances de hier. Il y en a eu 14 qui sont nées, sur 14, il y en a 10 qui sont partis en césarienne. Qu'est-ce qui s'est passé?» On parle d'un taux de césarienne d'une femme, sur 5, voire une femme sur 4, on est entre 20 et 25 en moyenne. Eh bien, pour moi, 10 femmes sur 14, c'est pas 20 à 25. Et c'est pour ça que je dis: «Prenons les chiffres avec précaution» parce que ça dépend des endroits, hein. C'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus et des endroits où c'est beaucoup moins. Quand on voit les taux de césarienne, de communautés qui ont été régies à l'époque par Ina May Gaskin, cette sage-femme américaine, vraiment lisez ses livres si c'est pas déjà fait, Le guide de la naissance naturelle et cetera, qui a été traduit en français, donc c'est très simple. D'ailleurs Michel Audin, dit dans sa préface, j'aime beaucoup, «Chaque fois qu'un livre d'Ina May sort, c'est, un événement historique» et pour un homme de sa pointure, je trouve ça génial de le dire, d'une femme qui est sage-femme autodidacte quand même. Donc des naissances, elle en a fait à foison dans sa communauté, aux États-Unis et des femmes allaient là-bas un mois avant pour se mettre, dans le bain pour accoucher. C'était vraiment une pionnière et elle a des statistiques, mais c'est des taux de 1 de césarienne. Donc la césarienne, oui, ça sauve des vies, mais bien entendu que ça sauve des vies. Et je crois que si on est encore en train de se poser la question si la césarienne sauve des vies, c'est qu'on n'a pas compris le discours. En revanche, quand tu parles de placenta prévia, on est là-dedans. C'est une infime, heu, hem, partie de la population et ça se sait avant parce que ça se voit à l'échographie. À l'époque, les femmes n'avaient pas d'échographie, donc on découvrait un placenta prévia le jour J et il y a des témoignages de sages-femmes de l'époque, on les matrones, qui, sur, des dizaines de placenta prévia, ont réussi à sauver la majorité des mères. Tu imagines? Elles arrivaient à faire, dont une, j'en parlerai une fois, ce serait intéressant de faire vraiment une capsule historique là-dessus. Elle arrivait à faire sortir le placenta en premier de la mère, à retourner le bébé, donc de lui mettre la tête en haut et de le tirer par les pieds pour le sortir en un temps record pour sauver le bébé et la mère. Elle avait eu des expériences où elle avait découvert ce que c'était que le Prévia. Évidemment, la mère était décédée, c'est une urgence absolue. Maintenant, on ne sait plus faire ce genre de manœuvre parce qu'on a la césarienne, donc c'est pratique. On limite les risques et tout va bien. Mais pour dire que même à l'époque où il y avait pas ça, même à l'époque où il y avait pas l'échographie et cetera, il il y avait
de la pratique. Il y avait, une connaissance profonde du corps de la femme et on n'était pas parasité, tout le temps par, des peurs et cetera. Donc la césarienne est extrêmement utile dans ce genre de cas, on s'organise et cetera. Maintenant, la césarienne dont je parle et que je dénonce, pas le week-end, j'ai golf, heu, alors là, le pompon, c'est la césarienne de convenance. On a des femmes qui ont tellement peur d'accoucher et peut-être on peut les comprendre aussi avec tout ce qu'elles voient, Oui. qu'elles se disent que la meilleure chose, c'est la césarienne. Parce que, on nous a complètement déconnectés de l'utilité de l'enfantement et ce que ces femmes oublient, c'est que, bon, alors évidemment, c'est déjà le bébé, hein. C'est à quoi ça sert de passer par le vagin de maman? Bah, il y a peut-être une utilité, en fait. Mmh mh. Et on voit des mères, qui se tapent la tête contre les murs en se disant qu'il faut absolument, que le bébé ait les meilleures, conditions d'hygiène dans la vie pour, démarrer et cetera. Mais oui, comme tu le dis, c'est qu'à un moment donné, tout ce que le bébé va ramasser dans le passage vaginal est extrêmement bénéfique pour lui, hein. Et donc ça, on ne peut pas, alors oui, il y en a après qui arrivent à, en mettant À rééquilibrer. oui, elles rééquilibrent en mettant un doigt ou 2 dans leur vagin et puis en mettant partout dans le nez et la bouche de bébé. On dit ça à l'hôpital, on passe pour des folles. Et pourtant c'est tellement simple. C'est Oui. tellement simple et c'est une chose qu'on préconise. On en a déjà parlé avec Malika Bonaparte dans le Faux départ. Mmh mh. Comment essayer de réparer un peu, les dégâts pour certaines femmes qui n'ont pas le choix. Mais la césarienne de convenance qui est prévue en général le vendredi, hein, c'est sûr, on ne peut pas le faire le samedi, ni le dimanche encore moins. Eh bien alors celle-ci, elle est terrible, elle est terrible, elle est dangereuse en plus, il y a des sacrés effets, potentiels et puis les femmes Ça remet plus difficilement aussi, hein? oui, Moi, il me c'est semble ça. que les femmes doivent pas porter un collant spécial après? Bah, en fait, chaque femme va réagir différemment à sa cicatrice, mais surtout que, on est tellement habitué à l'ère de la chirurgie esthétique de se dire: «C'est une cicatrice, ça Mmh. va donner le tour», que par peur d'avoir mal ou de souffrir le jour J, la femme va avoir mal et souffrir, de façon indéterminée dans le temps. Je ne connais pas une seule femme qui a accouché de façon physiologique qui l'a regretté. J'en connais pas une. On est prêt à recommencer en fait Oui, d'ailleurs parce après. que le système hormonal soutient l'accouchement, on en a déjà parlé des endorphines, mais surtout efface les sensations intenses et douloureuses. Et donc il n'y a pas je ne connais pas un seul cas de traumatisme de femme qui a vécu son accouchement autonome, de façon autonome, où elle s'est sentie être dans sa puissance. Ça ne veut pas dire que c'est une partie de cartes, hein. Je ne dis pas que c'est simple. Mais il y a une, une magie qui se perd, comme une vague qui efface, des souvenirs qui peuvent être, plus intenses, mais on est fiers. Les femmes disent: «Je l'ai fait». À l'inverse, celles qui souffrent encore 30 ans après de leur cicatrice, quand il fait froid, quand il fait humide, qui ont des rapports, intimes, alors pour le coup, qui ont voulu se préserver le vagin pour leur rapport sexuel et qui n'arrivent plus à en avoir parce que ça leur fait mal, heu, tout ça on n'y pense pas parce qu'on nous le dit pas et pourtant, avoir une cicatrice là, ce sont des pertes énergétiques. Alors évidemment, si je vais sur ce terrain-là, on va dire: «Oui, alors là, on est dans la médecine holistique» ou je sais pas quoi. Bon, très bien, on peut se dire que c'est un peu trop ésotérique. N'empêche que, heu, tous ces éléments mis bout à bout, font que la femme, elle est abîmée et elle va payer beaucoup plus cher ce prix-là, que de se préparer à la naissance et de se dire: «OK, je vais aller au fond de mes peurs et une bonne fois pour toutes, je vais me les dégager». Parce qu'il y a fort à parier en plus que ces peurs ne lui appartiennent même pas. Hein, parce que moi je suis très intéressée par le transgénérationnel aussi. J'en parle pas beaucoup, je pourrais pas non plus passer mes journées à faire des vidéos, mais c'est un sujet qui m'intéresse depuis plus de 15 ans et on a des peurs, on a tous des fichiers qui nous sont, mis sur les épaules, de notre arbre généalogique donc il y a fort à parier aussi que ça nous appartienne pas. J'ai même une femme, tu vois Nathalie, qui dit dans une émission: «Ah oui, mais chez nous, les femmes accouchent par césarienne, c'est comme ça. On est toutes césarisées». Évidemment qu'alors tu pars de là, il va falloir bosser un petit peu et heureusement on a 9 mois pour ça, pour se Oui, préparer. mais il y a aussi la peur des professionnels, hein. Ils ont un protocole à respecter pour se préserver en cas d'éventuelles poursuites en justice et puis, ils sont pas comme tu dis souvent, ils sont pas formés à la physiologie et pour eux, il faut que ça aille vite l'accouchement. Donc s'il y a en effet une détresse fœtale qui est souvent engendrée par
ocytocine, enfin, on a déjà rappelé tout ça, mais il faut sortir le bébé au plus vite et hop, césarienne et c'est de nouveau un geste à facturer. En fait, c'est triste à dire, mais c'est un peu comme ça aussi et donc ça a des conséquences sur la femme et sur le bébé. Alors, c'est pour ça que, d'une façon globale, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que l'obstétricien qui travaille dans un hôpital public, lui, il a son salaire à la fin du mois, OK? Donc lui, qu'il césarise ou pas, à la limite, c'est plus simple pour lui s'il césarise pas. Ouais. Parce qu'il est là, il est de garde et à la limite, il préférera qu'on lui foute la paix. C'est du bon sens. En revanche, quand on va dans une clinique privée, l'obstétricien qui vient, on le réveille au milieu de la nuit: «Monsieur, madame untel est en train d'accoucher». Bon, elle est déjà se lever à 3 heures du matin pour venir, tu penses bien que c'est mieux de se lever pour toucher quelques milliers d'euros que quelques centaines. Parce qu'une femme qui accouche sans, péridurale, qui est là en physio, ça rapporte pas des masses. Donc, c'est ça qui est fou dans le système, c'est qu'une femme pensera être mieux entourée dans un système privé, mmh, pour lequel en plus, comble du comble, elle aura cotisé et payé plus cher, Mmh. pour au final en sortir avec plus de probabilité d'avoir une césarienne en bout de course que si elle était allée, dans une structure publique. Où on a plutôt tendance, je dis, ça dépend après des structures, hein, toutes ne sont pas comme ça. À Genève, c'est le cas clairement. On voit moins de césariennes à l'hôpital public que dans les cliniques privées. Alors évidemment, le pompon, ça reste d'accoucher, dans une maison de maternité, une maison de naissance ou à la maison, si on a les feux verts et qu'on a une grossesse à bas risque. Alors là, les taux de césarienne s'effondrent complètement, complètement, parce qu'il y a aussi une composante qui est capitale, c'est quand je vais aller à la maternité. Le plus tard possible est le mieux. Évidemment que si on court dès qu'on a le moins de symptômes ou la moindre suspicion de fissure de l'apogéso, bah, c'est fichu, hein. Franchement, c'est fichu. C'est très mal parti dans ces conditions-là. Mmh. D'où de se libérer, de la peur par la connaissance. Il y a aussi le fait, qu'on dit souvent aux femmes: «Ah là, le bassin va être trop petit», parce qu'on a fait des examens de pelvimétrie et en fait, ces examens sont effectués alors qu'on est sur le dos et que c'est là justement que le bassin est le plus fermé. Donc de nouveau, on est comme, avec le diabète gestationnel, ce sont des examens qui n'ont pas de sens, en fait. Ah oui, non, mais là, on est, de nouveau, on se demande quand même, qu'est-ce qu'on leur apprend parce que, le bassin n'est pas un cercle, d'os, comme ça, où le bébé va devoir, se contorsionner pour passer. C'est élastique, il y a plusieurs os. On a aussi une imprégnation hormonale qui fait qu'on est beaucoup plus laxe. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent certaines femmes se cassent la figure, pendant la grossesse avec les chevilles qui lâchent, mais merci, nous devenons des élastiques et évidemment, ça serait trop simple, quand on est sur le dos, c'est à ce moment-là que le bassin est le plus fermé. Donc alors déjà, on va dire: «Oui, mais alors pourquoi on accouche sur le dos?» Oui, mais alors ne cherchez pas la logique les amis, la logique, elle a été toute simple à l'époque de Louis XIV, on a eu des accoucheurs, comme Morisot, qui ont énormément influencé ça. C'était uniquement pour que le roi voie la descendance naître. Ça n'a aucun sens scientifique. Là, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais il y a encore, toujours cette pratique. C'est beaucoup plus simple pour le professionnel, il voit bien le périnée, lui, il est bien installé, tout va bien. Le bassin, à ce moment-là, lui, il est fermé au max et on voit très bien dans les histoires d'accouchement, justement, dans des cadres, physiologiques à la maison ou dans ces communautés-là, aux États-Unis, où il y a des milliers de naissances qui sont nées comme ça. Même en cas de dystocie des épaules, parce qu'on n'a pas trop évoqué ce cas-là, qui est aussi une urgence, oh là là, le bébé est resté bloqué. Il y a beaucoup quand même d'angoisse autour de cet accouchement, hein. La mère devient une prison pour le bébé. En fait, les femmes, à partir du moment où elles se mettent à 4 pattes, ça ouvre le bassin, hein, quasiment au maximum et on a des dimensions qui varient énormément. Et le Donc crâne du bébé, s'adapte aussi, hein. oui, alors le crâne évidemment que, on voit, hein, les fontanelles, c'est tout mou, pendant quand même un bon moment après la naissance et donc le bébé, évidemment s'adapte, mais le bébé va faire sa rotation. Il fait sa rotation pour les épaules. C'est une rotation qu'il fait, il a aussi cette sagesse de naître. Évidemment que si on est flanqué sur le dos et puis que, le bébé ne peut pas bien s'engager et qu'on lui laisse même pas le temps de faire sa rotation, on va dire: «Oui, mais heureusement qu'on était là» parce que les professionnels sont pas, encouragés à pratiquer ce qu'on appelle le hands off, les mains en l'air, alors qu'un professionnel vraiment rodé à la physiologie et qui a à cœur son art, c'est un art.
Pour moi, c'est plus qu'un métier, hein, d'être là, dans cet univers-là, c'est un art. Lui, il sait que, son rôle capital, c'est de préserver la nature. La et le bébé sait faire sa danse. Si la mère, on la laisse tranquille, elle n'est pas sur le dos et donc il a toute l'espace nécessaire pour faire sa rotation une fois que la tête est sortie, puisqu'on pense souvent enfin, on pense même pas, des fois, certaines fois, on se pose même pas la question, mais la tête du bébé sort, il y a une pause et après il fait sa rotation et ensuite les épaules et le corps sortent. Et cette pause peut durer des fois plusieurs minutes. On laisse pas ces minutes-là dans les structures. On fait à la place du bébé. Donc le bébé aussi, on lui dit: «Tu es pas capable», entre nous. Mmh. Tu sais à quel point je suis pointilleuse sur, les messages énergétiques et qu'on a aussi tous, dans notre histoire. Donc il y a fort à parier que dans notre naissance à nous tous, hein, même si vous n'avez pas d'enfants qui écoutez ces vidéos, heu et bien, quand vous êtes nés, on vous a pas laissé faire votre mouvement. Donc on vous a dit: «Tu n'es pas capable, toi non plus». Alors imagine quand tu te reconnectes à ça et tu te dis: «Ah mais dans ma vie, je me suis souvent sentie inférieure ou je» ça peut être lié à tout ça. Pourquoi on le sépare de nouveau, on saucissonne? Pourquoi on oublie? Pourquoi on ne nous dit pas? Bah, parce que tout simplement on s'en fout. On part du principe qu'on est vivant, que les mères sont vivantes, que tout va bien, qu'on sauve des vies, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va arriver à une civilisation, responsable, qui arrive moi je place la barre très haut, hein, peut-être, pour certaines personnes trop, mais j'ai espoir qu'on puisse arriver à des générations prospères, tu sais? Et pour ça, c d'aligner toutes ces choses tellement importantes, de se réapproprier tous ces moments et de se dire: «OK, bah, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais maintenant que je sais, je vais passer l'information». Mais c'est vrai que la césarienne doit rester finalement, comme tu le dis aussi, un plan Z. En tout cas, Oui. il y a des femmes qui préfèrent, mais il faut aussi se dire que quand on accouche, à la maison, c'est pas une option, je veux dire, il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours moyen de si jamais il y a quoi que ce soit et encore, comme on l'a déjà dit auparavant, quand il y a un problème comme ça, c'est pas en 5 minutes qu'il y a une urgence. On le voit venir, il y a le temps de réagir. Là, voilà, le bébé est né. Qu'est-ce qui se passe par rapport au cordon ombilical? Donc c'est ce qu'on appelle un clampage, hein, c'est ça, oui, cordon ombilical. Souvent, voilà, on doit de nouveau aller vite, on sort le bébé, paf, on demande au père qui pour une fois a un rôle, de couper le cordon ombilical. Or, en fait, il y a un énorme échange qui se fait à ce moment-là et on a tout intérêt, comme tu le dis, à laisser le bébé quelques minutes, encore avec son cordon ombilical et au pot à pot avec la maman. Mmh. Hem, alors là, tu pointes, vraiment un point qui est hallucinant. C'est que j'entends encore l'autre jour un professionnel dire sur un plateau sur, France Télévisions: «Oui, c'est très important que le père coupe le cordon, ça sépare symboliquement le bébé de sa mère». Alors moi, j'ai envie d'aller sur le plateau et de dire: «Non mon chéri, ça sépare le bébé de son garde-manger, c'est différent, du frigo et de la bonbonne à oxygène, mais pas de maman». C'est de nouveau, ce sont des images dingues et on continue de dire: «Oui, c'est très important», mais rien du tout. Pourquoi pas le faire? Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut juste dire que le cordon est relié au placenta et que le placenta, c'est le garde-manger, la bonbonne à oxygène de bébé. Voilà. Alors, clamper un cordon, ça veut dire mettre des pinces de part et d'autre et on coupe au milieu pour éviter, que ça saigne évidemment. Alors ce clampage-là, on l'a fait et on continue de le faire dans beaucoup de cas. Dès que le bébé sort, on coupe et en cas de césarienne, encore plus, hein, parce que souvent, il faut réanimer le bébé. En cas de césarienne, le bébé, il est pas essoré comme il devrait grâce aux contractions et alors l'essorage final, c'est le passage dans le vagin. Ça essore les poumons, ça vide, tout ce qu'il faut comme mucus, le plus possible et le bébé sort et il peut prendre sa première inspiration. Quand on sort un bébé par césarienne et encore pire quand c'est une césarienne prévue où il y a eu 0 contraction, alors là, en général, on clampe, on part et on va le vider, Mmh. c'est déjà pas le meilleur, cas. Bien que, certains professionnels commencent un petit peu à réaliser qu'il faudrait laisser le cordon battre. Alors pourquoi il faut le laisser battre? Bah, en fait, tout simplement parce que la réserve de sang du bébé,
Donc quand on parle de sang, c'est pas juste, que c'est joli de dire, que je récupère mon sang. C'est que, dans le sang, évidemment, il y a l'oxygène, il y a les globules rouges, il y a le fer et une grande problématique des enfants, ça peut être l'anémie, donc manque de fer. C'est, évidemment qu'un bébé anémié, il va pas être bien oxygéné, enfin, il y a toute une mise en place qu'il faut comprendre. C'est que le bébé, quand il sort, de son berceau piscine, pendant 9 mois, il avait une f un métabolisme particulier, nourri en permanence, enfin, c'est le sentiment océanique et là, il arrive, on lui dit: «Hop, tu vas changer ton mode respiratoire», donc i c'est hallucinant quand même la technologie d'un bébé, hein, et puis tu vas mettre en route ton métabolisme et tu vas mettre en route tes organes et tout se met en route et donc le volume de sang du bébé, il est capital à ce moment-là et pourquoi on est en train de faire une pagaille pas possible quand on coupe le cordon rapidement? C'est qu'en fait, on enlève la partie du volume du sang du bébé qui reste dans le placenta parce que quand le bébé arrive sur terre, à ce moment-là, le cordon bat encore. C'est pour ça que c'est pas nécessaire que le bébé hurle dès qu'il est dehors. Tant qu'il est relié au cordon et au placenta, il est encore oxygéné une fois qu'il a pas pris encore sa première respiration par le placenta, hein, et donc le bébé sort, il peut mettre des fois ça peut être, certaines, fois même un peu impressionnant pour les parents, mais quelques bonnes grosses secondes, voire quelques minutes. C'est arrivé même des bébés qui sortent en dormant. C'est rare, mais ça arrive quand on touche à rien et le bébé prend son temps, mais il est toujours oxygéné. Ce qui compte, c'est aussi de voir la couleur, hein, de du bébé et donc le cordon bat. On estime que plus ou moins 30 à 40 de du volume de son sang est encore dans le placenta quand il sort et donc moi, dans ma préparation, je montre et j'illustre ça avec des verres. On a recréé du faux sang et on voit les quantités. C'est énorme! Pour un petit bébé, un petit bout de chou comme ça, 30 à 40 de son sang, ce serait l'équivalent de litres pour nous. Dans le placenta et donc si on coupe tout de suite, on le prive de ça. On lui enlève c'est comme si vous lui enleviez du sang et donc cette baisse de volume sanguin, elle a, tout un tas de répercussions. Donc on peut arriver à des bébés qui manquent d'oxygène, des bébés apathiques, des bébés qui n'ont pas une mise en route de leurs organes principaux optimale dans les premiers jours. On a des baisses de pression artérielle, des fréquences cardiaques qui sont plus élevées, plein de choses. Moi j'ai des listes là, donc on parle des reins, on parle du système urinaire, vraiment c'est très important et quand on laisse le cordon battre, donc quelques minutes, c'est pas des heures, hein, on le laisse toute cette, transfusion placentaire faire son effet, donc ce le sang retourne en 100 vers le bébé, le cordon arrête de battre et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un clampage tardif, mais faudrait l'appeler ça le clampage intelligent ou normal. Moi, j'ai quand même parlé avec un gynécologue obstétricien en fin de carrière qui exerce encore à Genève, qui m'avait dit: «Ah non, 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 mais non, on va pas faire un clampage tardif parce que le bébé, une fois qu'il sort avec la gravité, il peut se vider de son sang». Mais tu te rends compte ce genre de d'âneries qu'on entend? Et Mmh. alors les dernières études nous apprennent quand même que, à long terme, il y a aussi des conséquences. C'est pas qu'à court terme, c'est pas une lubie. À long terme, on a même des conséquences sur le développement social de l'enfant. On a des taux de ferritine évidemment plus bas, donc à 6 mois, on a des taux d'anémie qui peuvent exploser selon le clampage, précoce ou pas et en fait, tu te rends compte, même la motricité fine de l'enfant dans ce développement peut être impactée et qui va faire le lien de: «J'ai eu ma réserve de sang, donc tout ça, c'est pas rien. Le sang, c'est la vie. Qui peut vivre sans sang? Personne. Donc vraiment, j'insiste, c'est vital et même dans les recommandations de l'OMS, alors Oui. pour te dire si même l'OMS le dit, peut-être plus pour longtemps parce que, malheureusement, avec cette subversion terrible, mais qu'il devrait y avoir les réanimations faites au bébé, si besoin, encore attaché à son placenta. C'est-à-dire qu'il faudrait, même en cas de réanimation, avoir le professionnel qui réanime le bébé sur, quasiment le périnée de sa mère à ce moment-là, encore accroché à son placenta et il faudrait que les machines viennent à cet endroit et pas une fois de plus que l'enfant ou l'être humain s'adapte à la machine qui est accrochée à un mur. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit: «Ah oui, non, mais» parce que la salle de réanimation, elle est à côté ou elle est même juste même à 2 mètres, mais il da tu ça veut dire que tu dois couper le cordon à un moment donné. Techniquement, tu peux pas tirer, le cordon ne fait pas 2 mètres ou 10 mètres. Donc
ça, ce sont des plaies et des plaies et on continue parce qu'on parlait de césarienne tout à l'heure et je finis là-dessus, de dire: «Oui, mais alors madame, vous aviez le cordon trop court, le bébé ne pouvait pas descendre». Alors heureusement qu'on a fait la césarienne parce que sinon il était coincé ou il manquait d'air parce qu'il avait le cordon autour du cou. Et alors ça, tu vois Nathalie, je crois que si on est aussi dans une image, de fausse croyance absolue, c'est cette histoire de cordon trop court, de cordon enroulé autour du cou, Mmh. ce qui fait un non-sens puisque en fin de travail, ce que les gens ignorent, c'est que le l'utérus avance aussi, hein. I Donc le bébé, si ici on est dans le vagin et que là on est dans le fond de l'utérus en haut du ventre, le bébé qui est là avec le col, quand l'utérus contracte, ça pousse le bébé dans le col qui se dilate et il entame sa descente et en fin de travail, l'utérus, il est là, il descend avec les contractions. Donc le bébé a un espace qui le sépare, si tu veux, le cordon est beaucoup plus, ratatiné, la distance est beaucoup plus courte en fin de travail entre le placenta et la sortie qu'au début. Donc ça n'a pas de sens. Le placenta ne reste pas en haut avec le bébé qui descend et qui tire sur son col. Tout avance. Je parle aussi, dans la prépa et dans le livre de la gelée de Wharton qui préserve justement, le fait qu'on peut dire: «Oui, à cause de tours de cordon, le bébé s'asphyxie». Il respire par son nombril déjà. Le cordon est comme un cordon de téléphone comme on avait, il y a longtemps. Nous, on a connu ça. Ceux qui ont 20 ans, ils vont dire: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Je rappelle que nous, quand on téléphonait, on était liés à un fil à l'époque et ça rappelle ça, hein, Ouais. la nature est bien faite par rapport à ça. Mais voilà, je crois qu'on a parlé du cordon ombilical. Je pense que tu as quand même, éclairci pas mal de points là-dessus. D'où l'importance, des parents qui ont le droit, parce qu'on a quand même des droits dans les hôpitaux, de demander à ce qu'on ne coupe pas, on ne clampe pas directement le cordon ombilical et ça permet aussi de que le bébé reste peau à peau plus longtemps avec sa maman, évidemment. Et Oui, puis, le bébé est né, mais maintenant, il y a encore une autre naissance. C'est la délivrance du placenta. Elle fait très peur aux professionnels. Là, tu peux expliquer par rapport aux vaisseaux sanguins, aussi le rôle super important de l'ocytocine naturelle qui va r re enfin, j'allais dire réanimer, oui, des les contractions qui vont permettre au placenta de sortir et c'est là qu'il y a vraiment un grand shoot d'ocytocine, mmh. et s'il y a pas ces contractions, là, par contre, l'ocytocine de synthèse peut être très, très importante et très utile. Oui. C'est effectivement aussi souvent dans nos croyances de se dire qu'on risque de mourir, pendant qu'on accouche, enfin pendant la naissance du bébé, alors qu'en réalité les risques sont plutôt du côté de l'après-naissance du bébé. Parce que pour la mère, cette hémorragie de la délivrance peut être fatale et on est toujours dans la même nécessité de préserver les mêmes hormones donc en gros, la femme quand elle, accouche dans sa vie, c'est là où elle aura la plus grosse décharge de son histoire de cytocine. La nature est bien faite, elle prévoit justement ça. Pourquoi? Parce que quand le bébé sort, il y a une pause, les contractions s'arrêtent et reprennent. Alors ça dépend, il y a des femmes, c'est au bout de quelques minutes, d'autres 30, d'autres ça peut être, un peu plus. Les contractions reprennent pour, que de nouveau l'utérus, se remette à travailler et d'une certaine façon, si on peut imaginer que le placenta, il est accroché à la paroi de l'utérus, par des vaisseaux et donc si l'utérus contracte, les vaisseaux vont se fermer comme des petits robinets, le placenta se décroche et c'est OK, on saigne un petit peu, ce sont des pertes physiologiques, qui sont largement compensées parce que ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est que la femme, pendant sa grossesse, elle voit son volume sanguin augmenter plus ou moins de 40. Donc ça a aussi une incidence, sur le fait qu'elle est résistante, par rapport aux pertes sanguines physiologiques de la naissance et puis du postpartum. Hein, on a plus de sang et on sent qu'on est pleine d'eau, pleine de liquide, hein, en fin de grossesse, on n'en peut plus. Ça fait aussi partie du jeu, c'est aussi pour ça qu'on est essoufflé, parce qu'on a plus de sang à faire circuler dans les mêmes réseaux, veineux et artériels. Donc c'est aussi, je fais une petite parenthèse, pour ça qu'on a des taux de fer qui peuvent en apparence s'effondrer, mais tout simplement ils sont dilués parce qu'on a plus de sang. Parenthèse fermée, voilà pourquoi il faut faire attention aussi avec l'anémie, bon. En tout cas, il faut faire attention avec la façon dont on interprète des analyses de sang. Voilà.
toujours se poser les questions et donc cette hémorragie, elle peut avoir lieu quand l'utérus ne contracte plus, parce qu'il n'a pas reçu assez d'ocytocine, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a été malmené, par un travail beaucoup trop violent, on va dire induit. Par exemple, dans le cas d'un déclenchement à l'ocytocine de synthèse. La femme est absolument dépendante de cette molécule parce qu'elle ne l'a pas elle-même sécrétée par son cerveau pendant l'accouchement. On va devoir l'injecter à nouveau et ça fait partie d'un protocole qui est fait même dans les cas d'accouchement sans ocytocique, donc ocytocine de synthèse. Les femmes, sans le savoir, reçoivent une injection d'ocytocine de synthèse au moment où la tête du bébé sort, on dit qu'il est à l'épaule, et elles reçoivent une dose de cytocine de synthèse qui est censée justement prévenir l'hémorragie de la délivrance. Ça, c'est hallucinant aussi parce qu'on se dit: «Mais pourquoi en fait on m'injecte ça?» alors que, peut-être il y avait pas de raison, hein. Évidemment, la femme qui a reçu cette ocytocine de synthèse, elle devient dépendante parce qu'elle ne va pas avoir son shoot de cytocine naturelle, hein. Donc une fois qu'on court-circuite, on est lancé dans ce cercle Mmh. de dépendance et là, dans ce cas-là, évidemment que si on fait une étude, alors c'est pour ça que c'est important de comprendre les études. Si on fait une étude sur des femmes, dans cette étude, on a des cohortes de femmes qui sont déclenchées et puis qu'on dit: «Ah, on a fait 2 groupes». Un groupe qui a reçu l'ocytocine de synthèse à l'épaule et l'autre pas. On s'est rendu compte qu'il y avait plus d'hémorragie de la délivrance, bah, évidemment, parce qu'il faut préciser que dans la cohorte, il y en a qui étaient déjà boostés à l'ocytocine et qui, du coup, ne la produisaient pas. Donc, il faut vraiment faire attention quand on entend des professionnels parler, du rôle important d'injecter de l'ocytocine de synthèse pour prévenir l'hémorragie de la délivrance. Dans un cas d'un accouchement physiologique où tout s'est bien passé, dans pratiquement tous les cas, il y a toujours évidemment des exceptions, on n'est pas des robots. Le placenta se défait normalement avec cette montée d'ocytocine et j'aime rappeler et c'est là aussi la magie de la naissance. L'accouchement est fini quand le placenta est né et c'est le bébé et sa mère qui font naître le placenta, ensemble. C'est-à-dire que le bébé, il a un rôle à jouer parce qu'une fois qu'il sort, Heu, la le 1er regard qu'on appelle Suzanne Colson, qui est une sage-femme qui a travaillé avec Michel Audin et qui est spécialisée dans l'allaitement, on va dire, biologique, c'est très important aussi d'aller voir ce qu'elle fait, nous parle de proto-regard. Ce 1er regard, cette imprégnation forte, si la femme tombe en amour avec son bébé, à ce moment-là, la femme, elle va mettre son bébé contre elle, contre son sein et au-delà du pot à pot, c'est vraiment cette stimulation des mamelons qui fait que l'ocytocine, reprend le bébé en tétant sa mère et en la rendant amoureuse d'une certaine façon, va la rebooster en ocytocine et va déclencher les contractions qui vont elles-mêmes fermer les robinets et donc ensemble, hein, ils font naître le placenta. Voilà, les cas d'accouchement à la maison, sont gérés, les sages-femmes ont de l'ocytocine de synthèse avec elles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'hémorragie, elles peuvent, injecter ces produits-là en attendant, que les ambulances arrivent. Si certaines fois, il faut faire des révisions utérines ou pas, mais disons que, pareil, il faut pas croire que les accouchements, que ce soit en maison de naissance ou à domicile, se font dans le foin. Avec, le l'âne et le bœuf. Je sais qu'on est en période de Noël, mais quand même, je rigole parce que souvent les gens pensent que c'est ou le plateau, urgence ou le foin, l'âne et le bœuf. C'est pas comme ça. Oui. Et donc on peut évidemment, dans certaines circonstances, on va dire, calmer les choses si nécessaire, mais encore une fois, il y a beaucoup de problèmes qui sont créés à cause, des effets, iatrogènes. Donc l'hémorragie de la délivrance arrive encore de façon très courante dans les structures hospitalières parce que malgré tous leurs protocoles, eh bien, il y en a beaucoup plus, et c'est écrasant les chiffres que, dans les accouchements, où on a respecté la physiologie. C'est ça qui est dingue en plus. Ouais, parce qu'on l'a dit, hein, on le redit, mais l'ocytocine naturelle est sécuritaire pour cette fameuse phase de délivrance du placenta. Elle est nécessaire et sécuritaire. Ouais. Elle est capitale. Si on n'en a pas, les contractions ne peuvent pas avoir lieu, la délivrance non plus. Encore une fois,
Les parents, on les encourage vraiment à rester dans leur bulle au moment de la naissance. C'est pas le moment de poster des trucs sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi, il faut, laisser le temps au placenta de sortir aussi, pas de panique, on est toujours dans la course à la montre. Il y a des signaux, qui parlent de d'un début d'hémorragie. C'est pas forcément lié au temps que le placenta va mettre pour sortir, ça peut être, le les pertes de sang, tout de suite après la naissance et ça, c'est peut-être là, effectivement, l'avantage d'avoir un professionnel avec soi à la maison, même si on se sent capable d'accoucher seul. Finalement, il y en a beaucoup aussi qui pratiquent, l'accouchement non assisté. Une personne professionnelle à l'œil, elle est capable, même dans un accouchement dans l'eau, d'estimer à peu près les pertes et d'être relativement vigilant. Ça ne veut pas dire, d'être en panique, ça veut juste dire d'être vigilant et de porter l'espace pendant que les parents, eux, font leur job de parents, c'est-à-dire, se coller à leur bébé et donc j'ai envie de dire, à la limite, ça devrait être dans l'idéal, quelque chose, qui arrive de façon rarissime et c'est le cas dans le quand on respecte la physiologie de la naissance. Malheureusement, dans les hôpitaux, ça arrive très régulièrement. Comme il y a énormément de naissances, on va dire: «Oui, il y en a plus». Oui, mais elles sont extrêmement liées à tout ce qu'on fait. On se déchaîne sur les utérus des femmes avec, justement toutes ces molécules et puis même en cas de césarienne, on peut avoir des hémorragies aussi, hein. Oui, donc laissons le temps au temps, laissons ce moment magique, laissons le bébé en contact avec sa maman, ne coupons pas le cordon ombilical tout de suite. Laissons les choses se faire, sans interagir, quoi, à partir du moment où le processus a été respecté depuis le début. Oui, Puis, il avec y a aussi oui, une vigilance, que oui, voilà. si on a la chance d'avoir un professionnel avec soi, alors là, c'est super, et cette personne est là et fait ce qu'elle a à faire si nécessaire évidemment. Et le placenta, quand il sort, il appartient à qui? Ah bah, ça c'est la grande question. En théorie, il appartient aux parents et puis en pratique, ils doivent, tout a été retourné, hein, dans la pratique, c'est-à-dire que, les parents, s'ils ne s'opposent pas, on présume qu'ils sont d'accord de le laisser, comme déchet médical à la science, parce que souvent ça repart, c'est rempli de cellules souches, un placenta. C'est une bombe de vie, certaines personnes le mangent. Je vous invite à vous renseigner si c'est quelque chose qui vous parle. Mmh. D'autres hurlent au cannibalisme. Moi, je fais partie des gens, qui pensent que c'est extrêmement bénéfique, de le consommer. Alors, ça peut être en gélule, hein, si on n'a pas envie de se faire un Oui. steak aller-retour. En même temps, ça me choque moins, de manger mon placenta, que de manger un steak de bœuf dans la mesure où cette viande est la seule viande au monde qui est créée à partir de la vie et pas à partir de la mort. Mmh. Et c'est, là aussi on touche un tabou absolu, à creuser cette histoire. Donc on l'utilise évidemment pour ses cellules souches et cetera. Quand on accouche, hors structure hospitalière, en général, les parents le récupèrent, le mettent un petit moment au frigo, au congélateur et puis font des cérémonies, pour, le remercier et cetera ou peuvent le consommer, voilà. Cet organe est éphémère. Et quand on le voit, c'est une prouesse technologique, un placenta. C'est hallucinant, hein, c'est hallucinant. C'est rempli de vaisseaux, il y a des artères, ça a nourri et oxygéné un enfant. Ça a permis des échanges, même en cas d'incompatibilité de groupe sanguin entre la mère et le bébé. C'est technologiquement la pointe de la pointe et on n'arrive pas aujourd'hui, ou pas encore, presque pas, on va y arriver bientôt, à recréer ça et Oui, d'a en effet, on oui. peut faire des gélules en homéopathie, ils font ça, hein. On Oui, les pose à un l'isothérapies placenta. placentaires, pourquoi pas? Pour moi, ce n'est pas la panacée, mais pourquoi pas? Chacun y voit, ses bénéfices. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui appartient à la famille et de nouveau en théorie, on pourrait récupérer son placenta dans une structure hospitalière, mais selon les structures, va falloir batailler, hein, vraiment et c'est terrible de considérer, un résidu opératoire, un organe qui a permis la vie. Je trouve ça choquant. Personnellement, c'est choquant. Ça appartient aux parents, je mais bon, c'est une fois de plus, on est dans la confiscation de l'humanité. C'est clair.
Voilà, je crois qu'on a terminé tous les faits et toboggans et l'accouchement physiologique. La prochaine fois, on va parler du rôle du partenaire qui est super important. Mmh mh. Tu as encore envie de rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, effectivement, le rôle du partenaire est capital. J'encourage vraiment, les conjoints à s'investir et surtout aux mamans de se dire qu'elles sont capables. Ça, je crois que c'est vraiment la première des choses. Mais avant d'aller réparer, parce qu'on parle beaucoup maintenant de violences obstétricales, avant d'aller s'entourer de thérapeutes pour, essayer de vider leurs émotions et cetera. Bah, alors ça, c'est très bien, il faut le faire. Mais déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et tant qu'on continue d'avoir un discours, qui, heu, qui culpabilise la femme indirectement en disant: «Oui, mais heureusement qu'on a fait ça parce que sinon, vous étiez en danger de vie ou de mort». Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça dans la plupart des cas. Comme on l'a dit, c'est pas des placentas prévia. Dans la plupart des cas, tout se passait bien jusqu'au moment où et quand on ne connaît pas les coulisses, quand on ne sait pas comment un accouchement a lieu, quand on ne connaît pas les effets, problématiques des gestes ou des molécules chimiques qui sont aujourd'hui pratiqués dans les accouchements, on va penser que tout ça était normal et que si on a eu un pépin, un tout petit pépin au début, une contraction les contractions s'arrêtent, j'arrive à la maternité. Ça, c'est un tout petit truc, mais les gens ne le voient même pas passer dans leur récit. Alors du coup, il y a eu ça et alors du coup et le tout petit truc qui aurait pu être évité au départ si on avait été informé, s'est transformé en catastrophe à la fin et en traumatisme. Donc voilà ce que j'ai vraiment envie de dire pour finir, c'est que toutes les personnes qui écoutent ces vidéos et qui connaissent des personnes traumatisées ou qui ont peur d'avoir d'autres enfants ou qui même n'en veulent carrément pas parce qu'elles ont entendu que des histoires horribles, s'informent, se forment et sortent de l'ignorance, parce que quand on sort de l'ignorance, on enlève ses peurs, ses fausses croyances et on se dit: «Ah oui, mais en fait, je suis capable». Alors il y en a qui sont très fâchés au début et c'est normal. Je connais beaucoup de mamans qui sont très en colère au début et là, ça vaut la peine d'aller voir un bon thérapeute, d'aller sortir ses émotions, de se faire vraiment accompagner, mais dans un processus où déjà à la base, on n'a plus la dissonance au fond de soi qui on sait, les femmes savent au fond. C'est juste que c'est tellement enfoui parce qu'on ne s'autorise pas à se faire confiance, et bien, qu'on ne peut pas se réparer. Donc voilà ce que j'avais envie de dire pour terminer cette vidéo. En tout cas, on invite tout le monde à s'informer, à partager autour de soi parce que comme on l'a déjà dit, ça va le changement viendra probablement des citoyens plus facilement que des professionnels Oui. qui sont soumis à beaucoup de pression et qui sont déjà, formatés dès leurs études. On rappelle ton livre, hein, qui est disponible sur ton site et tes formations. Alors il y a aussi la formation de la famille Bonaparte qui est, elle, est plus axée sur, tout ce qui est douleur, gestion de la douleur et cetera, hein. Oui, Il y a une tout à fait. formation pour les futurs parents, mais il y a également une formation pour les professionnels. Exactement. La famille Bonaparte est spécialisée dans la gestion non pharmacologique de la douleur. Donc, dans leur prépa, on c'est technique sur, les points d'acupressure, et cetera. Au niveau technique, ce qu'on peut faire, la elle parle beaucoup aussi de comment qu'est-ce que la douleur en fait, hein, dans les nerfs, l'information nociceptive et cetera. Et on a fait un combo justement, les gens peuvent avoir un prix plus bas en ayant les 2. Elles se complètent vraiment. Mon approche est vraiment basée sur, se reconnecter à ses capacités, à comprendre tous les moi je détricote toutes les fausses croyances, on enlève les peurs et cetera. Et puis après, si on veut avoir des techniques de gestion de la douleur à proprement parler, la proposition de Julie et Malika, elle est super pratique. Moi j'ai tout fait, chez eux, donc je connais vraiment, toute leur approche et c'est pour ça qu'on s'est dit finalement, il faut qu'on mette ensemble notre travail parce qu'il est complémentaire. Donc et on remarque souvent que les gens qui investissent dans leur, enfantement sont des gens qui ont eu des mauvaises expériences avant. Parce qu'ils savent que ça n'arrive pas qu'aux autres et si souvent on se contente d'aller dans des préparations qu'on nous offre, dans les maternités et cetera et pour moi ça vaut, pas grand chose, hein, c'est voire des fois même pire que tout. Voilà, bah, écoute, merci Emma. C'était passionnant, donc on vous invite vraiment à aller creuser le sujet pour vous ou Merci. pour vos enfants Mmh. ou vos petits-enfants. On se dit à bientôt. Oui.
À La bientôt prochaine avec les chouchous. avec les chouchous. Au revoir Emma. Au revoir Nathalie.